Je cède la parole à notre conférencière d'aujourd'hui, Isabelle Marchand. Merci, merci Alexis. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous aujourd'hui sur cette heure de lunch. Merci de prendre votre temps précieux. Je sais, j'imagine que tout le monde est débordé là, en cette fin de trimestre. Alors voilà, merci d'être avec nous. J'en profite tout de suite pour remercier là, Alexis qui a initié en fait ce séminaire dîner et qui a coordonné là, tous les aspects aussi logistiques. Donc, merci Alexis. Et je suis très heureuse de pouvoir partager mes travaux, là, mes récents travaux avec vous. Puis avant de commencer et de vous partager ma présentation, j'aimerais faire quelques remerciements d'entrée de jeu. Alors, je vais remercier Yann Tremblay-Marcotte, avec qui j'ai travaillé, là, qui m'a filé un sérieux coup de main il y a à l'été passé pour l'analyse préliminaire de ces données. Remercier aussi les organismes communautaires. Là, je ne crois pas qu'il y ait des personnes représentantes aujourd'hui, mais la Maison des grands-parents, Tandem, Villeray, Parc Extension, ainsi que, j'en oublie un, la Maison des grands-parents, et oui, c'est ça, Tandem et le journal itinéraire aussi également. Alors, et bien sûr, aux personnes qui ont accepté de me partager leur récit. C'est un terrain que j'ai fait, c'est tout moi qui ai mené les entrevues là, dans la suite de mes travaux de thèse. Alors, voilà, je vous partage sans plus tarder ce fameux diaporama. On va voir si tout fonctionne. Alors, ça va? On voit bien? Oui, parfait. Alors, j'ai changé légèrement le titre de ma présentation aujourd'hui. Attendez, je vais vous déplacer là, de l'écran, voilà. Donc, j'ai changé un peu le titre de la présentation qui s'appelle « Le vieillir aux frontières de l'exclusion sociale, pratique de participation, en fait, pour être davantage clair des personnes âgées en situation de pauvreté ». Alors, je commence par une rapide mise en contexte. Un contexte là, qui vise à asseoir là, de niveau, sur le plan plus macro, en fait, là, justement le contexte dans lequel s'insèrent ces résultats. Donc, bien sûr, vous avez certainement entendu cette idée du vieillir, vieillir actif, l'idée que l'activité, c'est bon dans l'avancée en âge. Donc, cette idée, en fait, de l'activité dans le vieillissement n'est pas une idée nouvelle. Donc, mais les représentations, en fait, que nous avons là, de l'aîné citoyen actif, vivant sa retraite à fond, à 100 à l'heure, comme on peut dire, est une représentation qui reste quand même assez nouvelle dans les théories du vieillissement. Et ce sont des représentations, en fait, de cet aîné actif là, qui vont émerger avec les nouvelles théories normatives du vieillissement, les théories du vieillissement actif, le vieillissement productif et plus récemment, donc, le vieillissement actif. Donc, ces théories, en fait, qui vont devenir de plus en plus dominantes, vont mettre l'accent sur la notion de bien vieillir. Donc, c'est à partir de ces différentes déclinaisons, vieillir actif, réussi, productif, etc., que va se décliner, en fait, va émerger un référentiel, un cadre référentiel autour du vieillir actif. Et ce cadre, en fait, va guider plusieurs instances internationales et nationales sur des politiques en matière de vieillissement. Au Québec, on a une qui date depuis 2012. Donc, justement, d'ailleurs, le gouvernement québécois là, définit le vieillir actif ou le présente, en fait, là, comme un engagement constant des personnes aînées dans les différentes sphères de la vie sociale. Donc, la famille, les loisirs, le politique, la collectivité, etc. Donc, c'est un cadre référentiel, en fait, avec d'autres que j'ai nommés politico-normatifs et qui s'inscrit dans le paradigme là, de l'activation des politiques là, où on veut que les aînés dans l'avancée en âge continuent à s'activer. Donc, c'est un cadre, en fait, qui promeut une injonction à demeurer actif, peu importe tes conditions de vie. Et c'est un cadre aussi là, que certains auteurs évoquent une obligation là, de la citoyenneté active là, à tous les âges de la vie.
Donc, quelques éléments de problématique. Donc, on a ce cadre référentiel là, qui veut fortement inciter les aînés par-delà leurs conditions de vie à demeurer actifs. Mais par ailleurs, on sait que dans la réalité, l'accès aux lieux et aux pratiques, en fait, de la participation, ça demeure un enjeu central dans l'avancée en âge, justement en raison des inégalités sociales et celles de la santé. La participation sociale, comme vous le savez certainement, demeure intimement liée au sentiment d'être inclus, l'inclusion sociale, et au sentiment d'appartenir à une collectivité donnée. Or, plusieurs personnes donc, qui avancent en âge peuvent difficilement accéder à ces lieux de participation et ou sont aux prises aussi avec des situations diverses ou des expériences d'exclusion sociale. Dans la littérature, on voit qu'il y a un nombre grandissant, en fait, d'études qui vont s'intéresser aux problématiques de l'exclusion dans le vieillissement, exclusion, inclusion, mais moins d'attention apparaît portée dans ces études sur les parcours de vie des personnes qu'on dit vulnérables, où on va s'intéresser justement à ces processus-là dans l'avancée en âge, des entrées-sorties de l'exclusion sociale et des contextes, en fait, aussi qui entourent justement ces potentiels lieux d'exclusion. Donc, les objectifs de ma présentation, puis les objectifs, en fait, de la recherche, plus largement, visaient justement à identifier les points tournants, les moments marquants dans le parcours de vie des individus qui vont les amener à expérimenter le processus d'exclusion sociale ou ses entrées et sorties, si vous voulez, dans l'exclusion tout au cours de l'avancée en âge. Et à partir de là, donc à partir de ces points tournants, d'analyser les contextes qui entourent ça, les processus et les rapports sociaux, rapports de pouvoir qui entourent aussi ces turning points, points tournants. Et ultimement, de cerner les pratiques de participation sociale dans l'avancée en âge, donc ces pratiques qui permettent de se maintenir en tout ou en partie dans le lien social. Donc, rapidement, sur le plan théorique, je m'inscris dans une posture de la gérontologie critique. C'est une posture justement intéressante qui tente justement d'adresser à la fois les enjeux du macro, du micro, des expériences individuelles, collectives, des inégalités sociales, en lien aussi avec les interprétations subjectives que les propres personnes donnent à leur expérience du vieillir ou à l'expérience de l'avancée en âge de façon plus large. De façon plus spécifique, je me suis ancrée dans une approche des parcours de vie et comme j'évoquais à travers les objectifs, là, je me suis vraiment centrée sur l'analyse des trajectoires à partir des transitions, des points tournants et des bifurcations que donnent à voir, par exemple, les points tournants. Par exemple, un point tournant peut être l'entrée dans la retraite qui représente un point tournant dans une trajectoire biographique. Et cette entrée dans la retraite, par exemple, va des lieux à des nouvelles transitions ou des bifurcations, des nouvelles activités, etc. Alors, comme concept opératoire, en fait, pour mieux saisir empiriquement mes résultats, j'ai mobilisé là, le cas une grille, en fait, de l'exclusion sociale, celle que vous voyez à l'écran, de Walsh et al. Il y a plusieurs auteurs qui ont tenté de cerner les dimensions, les indicateurs de l'exclusion. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs grilles qui existent. Moi, j'ai choisi celle-là notamment parce qu'elle me paraissait la plus complète et adressait justement plusieurs dimensions là, qui s'inscrivent, qui corroborent davantage les réalités du vieillir. Et également, j'ai mobilisé de façon plus empirique, et je vais vous en parler aujourd'hui, la participation sociale, justement pour voir qu'est-ce que font les gens à travers ces points tournants en termes de pratiques de participation, que je définis là, rapidement ici. Encore là, vous le savez, c'est une définition par appui, mais que je définis ici rapidement comme le fait de donner son temps à autrui, à un groupe, à une communauté, une collectivité donnée. Rapidement aussi, on pourra y revenir, pardon, si vous avez des questions plus tard. Je m'inscris donc dans une approche narrative et pour ce faire, donc j'ai fait des récits de vie. J'ai fait 20 récits de vie
avec des individus âgés entre 60 et 70 ans, 79 ans, pardon, bon, qui parlaient français ou anglais, et donc, bien sûr, les personnes dites en situation de pauvreté, donc qui avaient un revenu annuel de moins de 20 000 $, et si les personnes avaient 65 ans et plus, elles recevaient le supplément de revenu garanti. Pour recruter ces personnes, j'ai eu l'aide de quelques organismes communautaires que j'ai remerciés d'entrée de jeu. Donc, je rappelle, via le journal L'Itinéraire, Maison de grands-parents de Villeray, Tandem Villeray Parc Extension, qui s'intéresse notamment à la sécurité des personnes aînées. Et à travers, en fait, ces organismes, j'ai eu accès à beaucoup d'HLM, en fait. Bien sûr, là, les entrevues ont été conduites dans différents lieux. Donc, dans les HLM, ont été conduites parfois dans les cafés, dans les bars, même en après-midi. Et au journal L'Itinéraire aussi, là, où j'ai passé quelques temps, ainsi qu'à la Maison des grands-parents, où on m'a donné accès aussi à des lieux là, sécuritaires pour conduire les entrevues. L'analyse des données, en fait, là, je l'ai évoqué là, de façon sous-jacente avec les objectifs. Donc, je me suis attardée à repérer là, ces points tournants à l'aide d'une méthode de calendrier. Méthode de calendrier à travers laquelle on va tenter, dans un parcours de vie, on va tenter de cerner les trajectoires familiales de chacune des personnes, par exemple, de cerner ensuite les trajectoires emploi-travail, de cerner les trajectoires en matière de santé, par exemple. Donc, de cerner différents types de trajectoires sur différents thèmes à l'intérieur de chacun des parcours. Et donc, d'analyser, avec ces trajectoires tracées, d'analyser encore ces points tournants et les pratiques qui sont déployées autour des moments de transition, de ces points tournants importants qui vont marquer les transitions dans la vie. Et ensuite, donc, une analyse comparative là, de l'ensemble de ces trajectoires reconstruites. Et j'en suis toujours là avec vous aussi aujourd'hui là, à réfléchir là, à l'élaboration de catégories qu'on dit conceptualisantes, mais catégories d'analyse qui amènent à affiner l'analyse. Les résultats sont très exploratoires aussi. J'y reviendrai là s'il y a des... en termes de limites, là, notamment dans la plus tard, s'il y a des questions, mais c'est une analyse donc aussi en work in progress. Alors, j'en arrive avant les résultats. J'ai fait un tableau là, socio-démographique pour vous. Je ne le ferai pas tout avec vous, mais vous donner pas consignes, quelques éclairages. Alors, moitié de femmes et hommes ont participé à cette recherche. J'avais environ un tiers de personnes dites racisées. Qui ont eu une trajectoire migratoire, donc qui ne sont pas nés au Québec, sont arrivés au Québec environ dans la jeune vingtaine. Milieu de vie, quasiment moitié-moitié HLM et logements privés. Environ un gros tiers sans diplôme d'études secondaires et le reste diplôme d'études secondaires et seulement 2 personnes au bac. Généralement, les domaines d'emploi pour les hommes, c'est très genré, hommes et femmes. Pour les hommes, on retrouve beaucoup de métiers primaires et les femmes, beaucoup de manufactures et d'usines ayant œuvré dans les usines. Alors, j'en arrive à la présentation des résultats, donc au regard en fait des dimensions de l'exclusion que je vous ai présentées dans le schéma de Walsh et Hall et de l'analyse des trajectoires emploi et travail dans l'avancée en âge. Donc, on note sans surprise en fait que ces trajectoires du vieillissement des personnes interrogées là, sont marquées par l'exclusion des ressources matérielles et financières. Donc, ces trajectoires de travail-emploi, qu'est-ce qu'elles laissent voir, en fait, le processus là, de fragilisation des corps vieillissants au fur et à mesure de l'avancée en âge. Donc, il y a des trajectoires communes qui se dessinent là, chez les hommes interrogés. Donc, j'ai tenté de l'exprimer via un petit schéma ici. Donc, il y a beaucoup de points tournants autour d'accidents de travail, de maladies, de divorces, lesquels vont amener un étiolement du réseau social. Des problèmes de dépendance variés, drogue, jeux, alcool, etc. Par la suite, va s'enchaîner une perte d'emploi. Et en fait, les pertes d'emploi ne sont pas tant dues, par exemple, aux problèmes de dépendance, mais davantage à des problèmes de disqualification dans le maintien en emploi en raison justement des difficultés d'actualisation des personnes au regard des changements dans le monde du travail, d'une part, et d'autre part, au regard de problèmes de discrimination. J'y reviendrai.
Donc, puis on sait en fait que l'emploi, hein, c'est un important moteur d'intégration sociale dans nos sociétés, du moins contemporaines. Et pour les hommes, et notamment les hommes en situation de pauvreté, c'est un référent important là, dans la construction de soi, selon les travaux de Sophie Dupéry, qui est aussi membre au CREMIS. Et plus largement, je fais l'hypothèse que ça reste un puissant référent là, pour les hommes de cette génération de façon plus large. Et donc, s'ensuit donc des périodes d'épisodes, hein, entrée, sortie dans l'itinérance, jusqu'au moment où ils vont être mis ou arriver au journal l'itinéraire et avoir différentes formes d'implication via cet organisme. Je reviendrai ici. Alors, je vous ai mis quelques citations pour ancrer justement là, ce que je viens de vous présenter dans la réalité des propos des personnes. Donc, il y a Marcel là, qui dit malheureusement, il m'est arrivé différentes bad luck dans la vie. J'ai tombé, je me suis fait des fractures. Attendez, je vais vous. J'ai mon image. Je me suis fait des fractures, j'ai perdu la vision de l'œil gauche, je suis tombée dans l'escalier, fracture du périnée. En tout cas, je te dirais un paquet de facteurs dans ma vie. Pour ce faire, c'est Siri qui m'espionne, désolée. J'ai été bloquée, en tout cas, je n'ai pas été capable d'avancer plus. Avec le temps, ben là, c'est le découragement qui a embarqué, puis toute l'aide sociale. Et donc, il y a Robert qui, très réflexif sur sa trajectoire, me dit « Un jour, j'ai pensé, un jour, je serai quelqu'un, j'aurai une femme, des enfants, un char, une maison, puis tout ça. » Quand j'ai pensé à ça, à mon parcours, j'étais dans la rue. J'ai dit, j'ai pas passé 30 ans de ma vie à travailler comme un fou pour finir mes jours dans la rue, Colline. Alors, ces trajectoires qui sont marquées par l'exclusion des ressources matérielles et financières, donc, et qui vont amener hein, ce processus de fragilisation des corps vieillissants, se dessinent aussi chez les femmes, mais de façon différente, en fait. On a vraiment davantage de problèmes liés à la santé mentale, des problèmes de dépression qui sont souvent liés à des divorces, à la monoparentalité, des problèmes de santé physique là, dus à des AVC, des cancers et des allergies. Et la plupart des femmes, en fait, attribuent notamment ces problèmes de cancer et d'allergie à leur travail dans les manufactures. Et là, bon, je faisais le lien avec les travaux de Karen Messing, là, par exemple, qui s'est intéressée beaucoup à ces types d'emplois usiniers là, et les souffrances invisibles là, qui sont notamment des réalités davantage genrées féminines. Donc, beaucoup de ces femmes vont perdre leur emploi dans la cinquantaine, impossibilité de retour sur le marché du travail, entrée à l'aide sociale, grande période de précarisation. On sait notamment qu'entre 50 et 65 ans, en fait, avant d'avoir accès à la période à la pension de vieillesse, là, on vit plus pauvrement sur l'aide sociale qu'avec la pension de vieillesse et l'entrée dans la retraite là, par la suite. Donc, on voit dans les témoignages, là, se dessinent clairement là, des intersections là, entre l'agisme et le racisme là, pour le maintien à l'emploi ou le fait de se trouver un nouvel emploi. Il y a Amir, par exemple, qui me disait « Pour le moment, là, je vais continuer comme ça, à vendre l'itinéraire parce que je ne peux pas vendre autre chose. Je n'ai que ça pour le moment. C'est pas facile de trouver un autre travail, qui est vendre le journal, en plus de mon âge. Mon âge, c'est un blocage. » Et Joseph qui me confiait aussi, dans la compagnie, on commençait à mettre les gens de couleur dehors pour en faire rentrer d'autres. Ils m'ont mis dehors, ça, moi, je ne laisserai pas passer ça, comme ça. Je suis même allée à la Commission des droits de la personne, j'ai été même au tribunal, j'ai gagné la cause, mais la compagnie s'est arrangée avec l'affaire pour une mise à la porte technique, pour briser les affaires. Alors, il y a des éléments d'analyse communs qui se dégagent de ces trajectoires-là marquées par l'exclusion des ressources matérielles et financières. Donc, généralement, si je peux dire en fait que ce ne sont pas toutes les personnes que j'ai interrogées qui sont nées dans la pauvreté, certaines oui, certaines non. Mais pour celles qui ne sont pas nées dans la pauvreté notamment et plus largement, en fait dans l'ensemble des parcours, ce sont plutôt en fait les explications des trajectoires d'appauvrissement ou de précarisation s'expliquent davantage en fait avec ces turning points hein, que je vous ai présentés
autour de la santé, d'accidents, rupture amoureuse, de l'emploi, des qualifications de l'emploi, etc., qui ont été aussi documentés dans d'autres études, là, notamment les travaux de Gaugelak, par exemple, que peut s'expliquer en fait cette situation de pauvreté dans l'avancée en âge. Donc, nos résultats, en fait, rejoignent notamment les analyses là, de Gourou, qui va parler justement que les discriminations vécues et le cumul des avantages se renforcent mutuellement dans le parcours de vie, ce qui a pour effet, donc, de maintenir les personnes dans les conditions de pauvreté et, bien sûr, vous le savez, en retour, à continuer à alimenter les préjugés là, sur ces personnes. Donc, pour les hommes, on voit nettement, en fait, là, la conceptualisation de Gaugelak sur cette spirale de désinsertion hein, qui va mener à l'itinérance ou à des épisodes d'itinérance, alors que pour les femmes, il semble davantage approprié là, de parler de désavantages là, tout au long de la vie, puisqu'on ne se rend pas dans une désinsertion là, du lien social, j'y reviendrai aussi. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on voit nettement là, cette mise en branle de processus d'exclusion. Hein. Les processus d'exclusion sont multiples, donc socio-économiques, socio-culturels, socio-territoriales. Quand tu es délogé, par exemple, tu ne peux pas avoir accès à ton HLM dans le quartier où tu as vécu, où tu t'es impliqué, où tu as fait plein de choses. Tu es obligé de te délocaliser. De l'exclusion aussi relationnelle et de l'exclusion symbolique. Donc, bien sûr, ces processus d'exclusion mettent en exergue sont dus notamment aux inégalités sociales et de la santé qui vont poindre et perdurer, se maintenir. Et en amont de ça, bien sûr, les rapports sociaux de genre, donc rapports de pouvoir, de genre, d'âge et d'origine ethnico-raciale, qui vont conditionner aussi ces inégalités-là. Et l'ensemble de ces processus amène justement ces processus de fragilisation des corps hein, au niveau de la santé, de maintien des inégalités de la santé et de la précarisation des parcours qui participent à la construction de cette catégorie vulnérable. Donc, je reviendrai aussi. Donc, l'idée de la vulnérabilité comme construction sociale dans l'avancée aussi en âge. Donc, ces parcours, dans un deuxième temps, en fait, on note aussi les parcours du vieillir qui sont conditionnés par d'autres formes d'exclusion. Je vous ramène à ma roue, là. Donc, il y a d'autres formes d'exclusion, notamment celles sur l'exclusion socio-culturelle et l'exclusion relationnelle. Donc, on note vraiment cette forme d'exclusion, en fait, quand on s'attarde davantage aux trajectoires familiales, puis trajectoire familiale / relation sociale des personnes, toute la notion des réseaux des personnes. Et bien sûr, ces formes d'exclusion, là, elles s'imbriquent là, avec celles que je viens de vous présenter là, sur l'exclusion des ressources matérielles et financières. Donc, quand on s'attarde sur ces trajectoires familiales, relations sociales, on note vraiment des parcours assez genrés, comme vous le voyez à l'écran, hein, des parcours féminins qui sont d'une part marqués par la violence familiale, la violence conjugale et la violence sexuelle. Donc, différents types de violences qui sont vécues à partir de l'enfance jusqu'à l'avancée en âge, parfois même au moment des entrevues. Donc, l'obligation, par exemple, à l'adolescence d'assurer la survie de la famille, donc obligation d'arrêter l'école, de prendre en charge les jeunes enfants. Les différentes formes aussi de violences sexuelles qui ont été vécues durant l'enfance et l'adolescence. Des relations amoureuses qui ont été conditionnées par plusieurs épisodes en fait, de violences conjugales jusqu'à quarantaine, cinquantaine environ, et plusieurs divorces, deuils et charges familiales là, qui, bien sûr, vont accroître là, la charge de la monoparentalité. En ce qui concerne les parcours masculins, on voit aussi des dynamiques similaires, donc sont beaucoup caractérisés en fait par le peu ou l'absence de relations. À cet égard, donc, on va noter une nette coupure là, avec la famille pour la majorité des hommes rencontrés, donc fratrie, enfants, petits-enfants, le cas échéant. On voit beaucoup cette idée-là qui a été conceptualisée par Desgagnés dans sa tête là, de l'agir intempestif là, sur un coup de tête, de tout quitter, de refaire sa vie. Donc, forcément, hein, ce qui amène un étiolement du réseau social, donc très peu
de réseau, très peu de personnes autour des hommes rencontrés. Et le journal L'Itinéraire, en fait, donc, représente ce lieu de resocialisation, ce lieu qui permet de recoudre des liens sociaux là, dans un entre-soi là, qui reste aussi forcément masculin. Donc, j'arrive à l'idée des pratiques qui sont déployées malgré ces trajectoires de précarisation, de fragilisation. Les gens déploient quand même différentes pratiques. Donc, ces pratiques, en fait, les préservent du sentiment d'être en tout ou en partie exclus. Ils ne se définissent pas nécessairement comme des exclus non plus. Alors, les trajectoires, donc, je commence pour plusieurs de ces personnes. Donc, elles vont déployer des pratiques de participation sociale de différents ordres. Ici, donc, c'est davantage des pratiques qu'on dit formelles, qui est trait aux organismes, donc des pratiques de participation citoyenne là, qui sont très variées. Donc, bien sûr, là, je parlais de l'itinéraire, donc la plupart des hommes interrogés s'impliquent, font de la formation, écrivent des articles au journal L'Itinéraire, ce qui leur permet aussi de passer leur journée. Certains me disaient, j'ai absolument rien à faire dans la journée, je vais le journal le soir, alors le jour, je suis à l'itinéraire et voilà, je socialise et m'implique dans les activités de l'organisme. Certaines personnes, 2 personnes en fait, qui me racontaient avoir mis sur pied une épicerie solidaire de quartier grâce à une organisatrice communautaire rencontrée à Moisson-Montréal. Quelques autres participantes aussi qui agissent comme expertes du vécu dans des projets de recherche ayant trait à la pauvreté. Des pratiques très variées. Une autre dame qui me racontait aussi en fait, j'étais là, je suis allée au petit déjeuner, là, elle avait mis sur pied de façon tout à fait informelle des petits déjeuners là, communautaires, là, si je peux dire, dans son ghetto de HLM, où elle accueillait différentes personnes, des familles, des gens qui avaient besoin de prendre un petit déjeuner. Plusieurs personnes aussi, là, notamment plusieurs personnes haïtiennes rencontrées qui s'impliquaient beaucoup au niveau des organismes caritatifs, des activités de soutien à l'Église et également des activités là, de défense de droits, donc des personnes très, très, très engagées, là, militantes, et on sait donc que le militantisme aussi là, permet, c'est un fort processus identitaire qui permet aussi d'échapper là, aux logiques de l'exclusion sociale. Donc, ce sont des pratiques, en fait, qui permettent aussi aux gens de se poser comme des acteurs, des actrices agissant. Et je vous ai illustré là, deux propos à cet égard-là. Donc, il y a Denis qui nous dit « J'ai fait du bénévolat quand même avec un animateur à Moisson-Montréal. J'aimais mieux faire ça que d'être servi, tout simplement. Je trouvais ça aberrant de se faire servir des repas ou eux manger ailleurs, puis de se tenir une place pour gratuit. » Et Robert qui enchaîne en me confiant aussi, je suis fière de ce que j'ai fait depuis 11 ans. J'ai beaucoup aidé de gens. Je sais maintenant que cette mission-là, à l'itinéraire, sert à quelque chose. J'ai reçu le prix Léon Guindon pour mon œuvre éducative. Je suis très fière. Je sers à quelque chose. Tu sais, je ne suis pas juste un parasite. Donc, ce sont des pratiques, c'est ça, qui permettent aux personnes de se positionner comme des acteurs, des actrices agissants. Et à cet égard-là, il y a d'autres types de pratiques de participation sociale que je conceptualise en fait comme des pratiques citoyennes, c'est-à-dire des pratiques qui sont déployées via le CARE, le CARE, tout l'ensemble de pratiques de soins, d'attention, de souci de l'autre. Qui est difficile à traduire là, en français. Donc, ce sont des pratiques là, d'entraide et de soutien à autrui qui sont beaucoup déployées en fait dans les femmes dans les HLM, dans les femmes que j'ai rencontrées qui habitent dans les HLM, pardon. Donc, il peut s'agir en fait de différents types de pratiques de tout ordre, de l'aide aux voisines qui habitent seules, c'est la réalité de la plupart d'entre elles, des soins même, des services de transport, de covoiturage, pardon, de soutien aux nouvelles technologies, de l'écoute aux personnes qui en ont besoin et même parfois des quasi-étrangers là, qui habitent le même immeuble. Donc, ce sont des pratiques d'entraide et de soutien à autrui qui sont variables dans le temps, qui s'ajustent aussi aux besoins de la personne aidée et surtout, en fait, qui ne sont pas ressenties comme une contrainte, pas comme une obligation, une pesanteur d'accomplir ces gestes. C'est parce que, notamment, ce sont des pratiques qui sont marquées par l'attention à l'autre, la sollicitude envers son prochain
et le souci d'autrui, hein, de l'importance de se soucier du monde autour de soi. Et donc, ce sont des pratiques qui sont marquées aussi par l'interdépendance, hein, cette interdépendance des liens qui est important, qui fait du bien, et la proximité relationnelle aussi. Donc, ce sont en fait des pratiques qui témoignent des valeurs sociales, ici des femmes interrogées, ou voire sinon de leurs valeurs citoyennes. Et on pourrait inscrire ça là, dans l'idée de l'agir éthique, hein, tel que conceptualisé par Ricard, là, de la vie bonne avec et pour les autres. Donc, ce sont aussi des actrices avec des pratiques de care qui se posent aussi comme des actrices agissantes. Donc, il y a Emma qui nous dit je fais ça de tout cœur parce que je me mets à leur place des autres, des voisines. Pourquoi ne pas les aider? Et puis, même si je parle à peu de personnes ici, quand quelqu'un a un problème et qui m'appelle, je vais leur répondre. C'est ma vie, je suis là pour aider les personnes. J'avais 62 ans qui renchérissait en disant « L'art d'écouter, c'est magique. Quand quelqu'un m'appelle, je suis capable de savoir au bout de la ligne, « Veux-tu un conseil? Veux-tu juste de l'écoute? Je sais quoi faire. » Dans le monde social, j'ai beaucoup de données dans le bénévolat. Je ne peux pas travailler, mais je veux quand même être utile à la société. Donc, comme j'évoquais, ce sont des pratiques en fait de care qui permettent en fait de se positionner hein, comme citoyenne engagée, comme des pratiques citoyennes, c'est ça, engagées, notamment parce que la littérature, en fait, ça fait contrepoids un peu à la littérature qui évoque en fait là, le déni d'agentivité hein, des femmes, notamment des femmes âgées qui sont plus souvent que les hommes posées comme précaires, comme des receveuses passives de soins, comme des femmes fragiles avec peu de capacité d'action ou peu de pouvoir d'agir. Or, au contraire, en fait, conceptualiser le care comme une pratique de pratique citoyenne permet justement de relever hein, ce caractère actif, ou pour éviter en fait le terme actif là, dans les théories dominantes du vieillissement actif, plutôt donc comme une pratique engagée qui permet justement, pour reprendre là, les mots de Tronto, là, de maintenir, perpétuer et réparer notre monde. Donc, ce sont des pratiques, en fait, qui révèlent, puis je pense que les verbatims l'illustraient bien, hein, cette identité citoyenne qui repose sur un soi interdépendant et préoccupé par un autre. Donc, souvent, on entend aussi que ce sont hein, les femmes, notamment dans le care, font un don de soi. Alors, je pense qu'ici, c'est important, en fait, de dire que ce n'est pas tant un don de soi, c'est plus un don de son temps pour le maintien, en fait, dans la vie, hein, perpétuer la vie, et l'inscription, en fait, dans le lien social via, justement, via la mutualité et l'interdépendance. Donc, ce sont des pratiques de care que j'ai nommées en fait dans ma thèse de doctorat qui révèlent en fait des formes de citoyenneté relationnelle. J'arrive vers la fin. Bon, trop tard. Je vous ai projeté la fin. Alors, donc, ces formes de citoyenneté relationnelle, notamment basées par le care, hein, on sait bien sûr qu'elles sont traversées par des rapports de pouvoir. Elles sont pétries de relations de pouvoir, puis elles restent aussi quand même périphériques là, à des formes de citoyenneté plus dominantes, comme la citoyenneté basée sur l'emploi ou sur la participation politique, notamment. Mais conceptualiser, en fait, ces formes de citoyenneté relationnelle permet justement de forcer le regard sur ce qui nous échappe, ce qui est invisible sinon, et ça permet aussi donc de focaliser le regard sur le processus d'acquisition d'une identité citoyenne par lequel l'individu est d'abord amené à posséder son histoire, hein, et je voudrais à raconter son histoire, à se poser lui-même, elle-même comme un acteur, une actrice réflexive sur sa vie également. Et en fait, ces formes donc de citoyenneté relationnelle là, qui se vivent et s'expérimentent à travers l'expérience subjective qui est variée. Elle s'expérimente aussi dans le sentiment d'appartenance, les liens sociaux qu'on a à une communauté donnée, une collectivité, et elle s'exprime aussi dans les contributions qu'on fait, qui sont aussi variables et très subjectives selon les personnes à la société. Et ces formes, en fait, de contribution, de sentiment d'appartenance, bien sûr, ça émane des relations sociales en tant que telles. Alors, pour
parler justement, Alors, pour justement lire en fait ces formes de citoyenneté, hein, ces différentes formes de citoyenneté, outre celles qui apparaissent dans des formes dominantes, c'est important justement de porter attention aux interstices dans les formes d'exclusion dans lesquelles on va classer des personnes, parce que ces interstices, en fait, quand on les regarde, elles révèlent ces lieux d'ancrage à partir desquels les individus vont recréer des liens sociaux, à partir desquels les individus vont se sentir affiliés à nouveau à des sous-groupes. Ils vont développer aussi des pratiques ici de participation là, qui leur permet en fait de résister au sentiment d'exclusion sociale. Donc, en ce sens-là, mes résultats montrent en fait des résultats, des décalages entre les dimensions objectives, hein, telles que conceptualisées par les auteurs, les grilles, etc., les cadres de l'exclusion, et les réalités subjectives, la façon dont les personnes vont te parler. En fait, elles ne parlent pas, en tout cas dans mon cas, elles ne parlent pas tant en termes d'exclusion, elles parlent des situations vécues, etc. Donc, il n'y a pas ce sentiment là, systématiquement de se sentir exclu. Donc, en ce sens-là, je réfléchissais et je me disais justement, ne serait-il pas plus intéressant ou porteur, en fait, de conceptualiser, de réfléchir à la piste de la vulnérabilité qui permettrait justement de mieux cerner la situation des individus qui ne sont pas nécessairement à la marge, mais qui ne sont pas nécessairement non plus au centre là, de l'intégration. Donc, ici, on pourrait dire au centre des citoyennetés dominantes en termes d'intégration, de participation et de reconnaissance. Et donc, à partir de là, me semble-t-il que ça permettrait de mieux saisir, en fait, les formes de citoyenneté vécues, hein, donc à partir des pratiques de la vie de tous les jours. Et ça, donc, cerner, et ça, à partir aussi du point de vue situé des personnes qui se situent elles-mêmes en dehors de ces cadres dominants. Donc, j'arrive à la conclusion. Alors, pour conclure, parler de vulnérabilisation, je savais, je n'ai pas buté sur ce mot, comme un processus, en fait, comme une construction sociale, comme un processus dans le sillage des analyses de Soulet, permettrait notamment de recentrer notre analyse sur les inégalités structurelles et les effets des rapports sociaux entrecroisés, enchevêtrés dans l'avancée en âge, parce que ce sont ces mêmes rapports, en fait, de pouvoir qui participent à la précarisation des conditions de vie tout au long de la vie et la fragilisation aussi des conditions de santé. Donc, à cet égard, comme le rappellent d'ailleurs les travaux de Butler et d'autres éthiciennes du CARE, il nous rappelle que nous sommes tous et toutes précaires à un moment donné, tous et tous vulnérables à un moment donné de notre vie, puisque l'indépendance, l'interdépendance aussi, c'est une caractéristique intrinsèque à la condition humaine et la vulnérabilité, bien sûr, également. Donc, à partir de là, mettre l'accent, si on met l'accent dans les politiques, en fait, sur les processus de vulnérabilisation comme construction sociale, qui vont justement construire les personnes comme vulnérables, permettrait de penser des pratiques et des politiques du vieillissement sur d'autres modes, en fait, que ceux qu'on a actuellement, c'est-à-dire d'autres modes que l'activation dans le vieillissement et la responsabilité là, individuelle de bien ou de mal vieillir. Donc, de se doter de politiques construites notamment sur la vulnérabilité permettrait aussi de se doter de fondements moraux et politiques qui agiraient sur les structures d'opportunité et les processus d'exclusion. Et ça, donc, par-delà les structures de privilèges, là, à défaut de pouvoir les éradiquer, qui sont nécessaires pour vieillir activement, et donc remettre à l'ordre du jour les droits sociaux de la citoyenneté là, qui garantiraient à tous et à tous un vieillir digne par-delà les structures de privilèges. Merci. Alors, je vais arrêter ici.